Les 2 premiers épisodes d'Alien Earth, la série de Noah Hawley, sont disponibles et l'objectif de cette série est clair dès le début. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La série rend à la fois hommage au film Alien original tout en s'adaptant à l'univers d'une saga vieille de plusieurs décennies, ce qui n'est pas chose aisée. Ainsi, les épisodes 1 et 2 de la série s'attachent à fusionner le nouveau et l'ancien. Parfois, c'est grâce à un fondu enchaîné qui relie subtilement 2 images, mais d'autres fois, c'est littéralement un vaisseau spatial qui s'écrase dans une ville futuriste densément peuplée. Le fait que les 2 approches fonctionnent si bien témoigne de tout ce que nous attendons avec impatience dans cette série. Pour commencer, les grandes lignes de cette critique sont simples. C'est un très bon début de série. Les 2 épisodes sont bien construits, bien écrits, bien interprétés et tout simplement agréables à regarder. Mais apparemment déterminés à passer directement à l'instant où sa nouvelle histoire jaillit du cœur de la saga, Hawley et son équipe fusionnent immédiatement ses influences nouvelles et anciennes dès les premières scènes de l'épisode 1. L'équipage se réveille, allume une cigarette avant de sortir du cryopode, rit au petit déjeuner dans le mess tandis que la caméra flotte dans les couloirs familiers d'un vaisseau interstellaire appartenant à Weyland-Yutani. Noah Hawley n'est pas le seul à prouver qu'il est un fan et qu'il a déjà vu le film. Cela remplit 2 fonctions essentielles. Premièrement, cela prouve que l'équipe derrière la caméra a déjà vu le film et qu'elle l'apprécie autant que nous. Deuxièmement, c'est le décor. Sans un mot ni aucun lien, nous, fans, sommes replongés dans le temps et l'espace du film original. C'est un signal avec la moustache d'un membre de l'équipe, les logos sur leur uniforme et la technologie ancien écran des années 70 dans la conception du décor, que cela se déroule parallèlement au film de 1979. La série commence donc comme une réinterprétation plan par plan du film original de Ridley Scott, jusqu'à ce qu'il soit légèrement découpé. Le montage comprend plusieurs parenthèses visuelles qui rebondissent dans le temps, laissant entendre que cette équipe et cet environnement ont une histoire plus riche que le simple fait que le vaisseau ressemble au Nostromo. C'est ce qui fait l'intérêt de ces premiers épisodes et ce qui est vraiment passionnant. On a beaucoup parlé de leur intégration à la franchise et des éléments du canon qui y sont intégrés, mais cette séquence d'ouverture est conçue de telle manière que Hawley et son équipe approuvent tout. On retrouve un décor familier, une chronologie familière, mais ils innovent au sein de cette structure. L'une de ces nouveautés est l'allégorie de Peter Pan, au cœur de l'histoire de cette saison. Boy Cavalier, interprété par Samuel Blenkin, le plus jeune milliardaire de la Terre, franchit les dernières étapes de sa quête d'une forme d'immortalité. Marcy, premier enfant en phase terminale à adopter un corps synthétique, prend quant à elle le nom de Wendy, l'amie de Peter Pan, vouée à grandir, contrairement au garçon perdu. C'est une métaphore pertinente pour une franchise construite sur une créature dont la caractéristique principale est d'évoluer, et pour une série au sein de cette saga sur la conscience des enfants qui évoluent également vers quelque chose d'autre. Mais il y a une scène en particulier où la forme et la fonction de l'histoire s'accordent de manière très réussie. Après que Marcy soit devenue Wendy, on a droit à une scène paisible où Wendy a l'air vraiment heureuse, regardant la mer sans la moindre inquiétude. On est loin de la Marcy attachée à une perfusion dans la scène précédente. Mais il suffit d'un fondu enchaîné, d'une lenteur douloureuse pour aboutir à un plan vraiment étrange de Wendy arpentant la jungle, heureuse comme un poisson dans l'eau. C'est contre nature au ralenti. Il y a clairement quelque chose de bizarre. Et le plus cool dans cette juxtaposition, c'est que la série ne vous laisse pas vous attarder longtemps sur une quelconque célébration. Chaque fois qu'une lueur de découverte apparaît, la série vous assène un peu d'obscurité, rappelant que tout n'est pas rose. Pendant ce temps, Moreau, l'agent de sécurité à bord du Maginot, incarné avec brio par Babou Cissé, est présenté comme le personnage le plus fascinant de la série. C'est un cyborg, un simple individu qui a choisi d'être augmenté. Moreau est, comme on l'a vu avec des personnages synthétiques comme Ash et David dans d'autres projets de la saga, un homme de la compagnie jusqu'au bout des ongles. Il avait le pouvoir de devenir ainsi, ce qui donne à sa prise de décision une toute nouvelle dimension. Ce n'est pas un synthétique complet, créé, programmé pour exécuter le protocole de la compagnie. Mais il remplit bien cette fonction que nous connaissons tous grâce au film Alien. Il est froid et calculateur et tout aussi terrifiant que n'importe quel personnage artificiel de la franchise. L'autre véritable atout des premiers épisodes réside dans l'ampleur de la série. L'épisode 1 parvient remarquablement à transmettre l'ampleur que l'on peut attendre de la série. Un vaisseau spatial s'écrase en pleine ville, donnant l'impression d'une zone de guerre. Mais croyez-moi, Hawley n'utilise pas cette échelle pour le plaisir. L'équipe de recherche et de sauvetage qui se ferait un chemin à travers les décombres fait des allers-retours entre le vieux vaisseau familier façon Nostromo et le nouvel environnement terrestre. L'épisode 2 propose d'incroyables séquences de maisons hantées qui font écho à l'original, avec le xénomorphe traquant nos personnages principaux. Le point culminant pour moi reste l'interruption par le xénomorphe d'une fête costumée où une bande de riches inconscients refuse d'évacuer le bâtiment. Ça ne finit pas bien pour aucun d'entre eux.
Le Xénomorphe est un autre exemple de l'iconographie classique de cette franchise qui rencontre une nouvelle ménagerie de bestioles. Le vieux Xéno, fiable à l'occasion de briller de manière monstrueuse. Dents de métal à l'air libre et queue tranchante prête à poignarder. Rien de nouveau chez lui, ni dans la façon dont Halley déploie sa carapace. Le Xénomorphe joue la star, pour ainsi dire, mais la série laisse volontairement la place aux nouveaux extraterrestres. Une bande de bestioles inventives, dont une pieuvre à globe oculaire qui, je le dis maintenant, sera la vedette de la série une fois la suite dévoilée. Neverland est un pilote brillant, réussissant à concilier exposition nécessaire et immersion dans un monde prometteur. On se plonge ainsi directement dans Mr. October, le deuxième épisode, même si la tension commence à retomber vers la fin de l'épisode. La rencontre entre Wendy et son frère, Hermit, a été trop peu développée, et leurs retrouvailles émouvantes ont finalement été très décevantes. S'il est important d'ancrer une série de cette envergure à travers ses relations interpersonnelles accessibles lorsque le Xénomorphe est en liberté et que je réfléchis aux effets à long terme de la transformation d'un humain en machine, il est difficile de faire vibrer un lien fraternel sous-développé. Toutefois, la série n'en est qu'à ses débuts, et vu la quantité d'informations que la série a dû transmettre en 2 épisodes, je ne me laisserai pas si facilement détourner de mon plaisir. Les bases d'une saison solide ont été posées avec succès, et même si je ne crois pas encore totalement au lien entre Wendy et Hermit, je suis profondément investi dans Wendy et dans le genre de personnage qu'elle deviendra. Boy Chevalier a sans aucun doute encore quelques tours dans son sac et joue la carte de la réussite avec ses hybrides, qui sont immédiatement considérés comme les seuls êtres capables d'affronter le Xénomorphe. Alien Earth nous frappe de plein fouet avec cette préfiguration, passant de longs moments à discuter de l'invincibilité des corps de Wendy et des garçons perdus. Cela ne m'empêche pas d'être impatient de l'inévitable confrontation. L'action que nous avons vue jusqu'à présent est une raison suffisante pour croire que la série est prête à utiliser ses scènes et sa production cohérente pour offrir autant de sang et de courage que de nobles réflexions philosophiques. On y trouve quelques monologues sur l'humanité et sa raison d'être. Mais Alien Earth se connaît suffisamment bien, ainsi que son public, pour trouver le juste équilibre entre sérieux et sanglant. La série a captivé mon attention, il ne reste plus qu'à voir comment elle va la retenir. Joe est un passionné de baseball qui se souvient avoir regardé des rediffusions d'anciens matchs de LMB avec son père, décédé avant les événements de la série. Par miracle, il tombe sur un autographe des World Series signé Reggie Jackson, surnommé Mr. October, pour ses performances exceptionnelles en série éliminatoire. Pour Joe, Mr. October est emblématique d'une phrase que son père lui avait dite enfant. Pour paraphraser, son père disait que la vie offre parfois des occasions de briller et que ceux qui le font sont célébrés dans l'histoire. Dans le contexte de la série, Joe est littéralement le seul humain à avoir rencontré le Xénomorphe et à avoir survécu, ce qui suggère qu'il aura son propre temps pour briller plus tard dans la série, peut-être un objectif spécial qui lui est propre. Quelques instants après que Wendy ait retrouvé Joe, leur retrouvaille est brutalement rompue par le Xénomorphe, qui tue de nombreux humains sur Terre. Cela se produit quelques instants après que le Xénomorphe a failli dévorer Joe, vivant, avant que Moreau ne le neutralise brièvement. Bien que Moreau ait techniquement sauvé la vie de Joe, il est plus qu'évident qu'il ne se soucie ni de lui, ni de quiconque sur Terre. Le voyage de Moreau se mêlera forcément à celui de Wendy et Joe dans les prochains épisodes, d'autant plus que son objectif principal est de contenir le Xénomorphe et les autres spécimens extraterrestres. Même si Joe a été emporté par le Xénomorphe à la fin de l'épisode 2, il est plus que probable qu'il ne soit pas mort, du moins pas encore. L'histoire de Joe semble plus complexe après ses retrouvailles avec Wendy, déterminée à sauver Joe et à le protéger de la mort par tous les moyens. Les œufs aperçus à la fin de l'épisode 2 sont ceux du Xénomorphe. Cela indique qu'il sera extrêmement agressif pour protéger ses petits. Dans l'univers d'Alien, les œufs sont appelés ovomorphes et ont historiquement abrité ce que l'on appelle communément des facehuggers, qui s'accrochent à un hôte et injectent son embryon. Moreau continuera probablement à travailler sans relâche pour capturer tous les spécimens égarés et éliminer quiconque se mettra en travers de son chemin. Kirsch a également tout intérêt à sécuriser les spécimens pour Boy Cavalier. Pendant que Wendy sera occupée à retrouver et sauver son frère, Kirsch demandera probablement aux autres hybrides de sécuriser les spécimens. Cela ouvre déjà la voie à une confrontation entre Moreau et les hybrides, même si ces derniers ne sont qu'une bande d'enfants à l'intérieur. Kirsch se rend peut-être compte que pour se débarrasser de Moreau, il devra se salir les mains. L'épisode 3 reprendra là où la fin haletante de l'épisode 2 s'est arrêtée. Wendy tentera de sauver Joe du Xénomorphe tandis que Kirsch et Moreau se disputeront le contrôle des spécimens. Le synopsis de l'épisode 3 dit « L'équipe rentre chez elle avec une cargaison inattendue. Une expérience troublante a lieu et un nouveau talent est découvert. » Cela suggère que Kirsch et Wendy parviendront à récupérer le Xénomorphe et à le livrer à Boy Cavalier, tuant potentiellement Moreau au passage. Si tel est le cas, la dirigeante de Weyland Yutani, nommée Yutani, cherchera probablement à récupérer ses spécimens dans l'épisode 3. On peut dire que ça commence très fort. La série, le showrunner, ne se moque pas de nous. Il ne se moque pas de nos connaissances. Et c'est tant mieux. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 premiers épisodes? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous de Xénomorphe. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe?
Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.